René Guénon, Psychologie, chapitre 3. Conscience, subconscience, inconscience. Après avoir montré quel est l'objet de la psychologie et quelle est la méthode qui convient à cet objet, la première question qu'il y a lieu de traiter est celle de la conscience. Car la conscience, quelle que soit d'ailleurs la façon dont on pourra être amené à la définir, est la forme commune de tous les faits psychologiques, aussi bien des faits émotifs et volitifs que des faits proprement intellectuels. Avant tout, comme il est nécessaire de s'entendre sur le sens précis et sur la portée exacte des termes que l'on emploie, nous devons avoir soin de noter que quand nous parlons de la conscience en psychologie, nous ne donnons aucunement à ce mot le sens courant qu'il a dans le langage vulgaire, c'est-à-dire l'acception spéciale de conscience morale. Celle-ci peut être considérée tout au plus comme formant un domaine très particulier à l'intérieur du domaine plus étendu de la conscience psychologique. On ne peut séparer aucune pensée, aucun sentiment, aucune volition de la conscience. Autant vaudrait parler d'une pensée qui ne serait point pensée, sentiment point senti, volition point voulu. La thèse d'après laquelle il y aurait des phénomènes psychologiques inconscients serait donc contradictoire dans les termes mêmes. La condition essentielle du phénomène psychologique n'est-elle pas d'être perçu ? Nous ne voulons pas dire cependant qu'en tout fait psychologique soit renfermé cet acte de réflexion, qui consiste à penser qu'on pense, qu'on sent, qu'on veut, mais du moins est-il certain qu'il n'y a pas de pensée, par exemple, sans que l'être qui pense sache, au moins à quelques degrés, qu'il pense. D'ailleurs, l'être du phénomène mental consiste à être perçu. Sans cela, rien ne le distinguerait des autres phénomènes. Rien ne lui reste si on lui enlève cela. Ainsi donc, de même que le phénomène psychologique n'est pas simple épiphénomène du phénomène physiologique, de même la conscience n'est pas un simple épiphénomène du phénomène physiologique. Tout fait psychologique est conscient et inversement. Certains philosophes avaient le tort de faire de la conscience une faculté à part, qui était pour eux, par rapport au phénomène psychologique, comme un œil qui regarderait passer devant lui des objets. En réalité, ni la conscience, ni le phénomène psychologique ne sont intelligibles l'un sans l'autre. Sans un phénomène psychologique, la conscience n'est qu'une forme vide, et sans conscience, le phénomène n'a plus une nature à part, et il est impossible de le distinguer des phénomènes non psychologiques. Il nous reste à établir avec quelques détails qu'il n'y a pas d'inconscient psychologique, bien que cela puisse paraître évident d'après ce que nous avons déjà dit. La question peut être posée ainsi. Tout ce qui est conscient à un degré quelconque, car nous prenons le terme de conscience dans son sens le plus étendu, et la conscience claire et distincte ne constitue pas forcément toute la conscience, pourra être dit psychologique. Et c'est là un point que personne ne conteste. Mais pourra-t-on dire inversement que rien de ce qui est inconscient n'est psychologique, ou qu'il n'y a pas d'inconscient psychologique? Tout dépend évidemment ici du sens que l'on donne au mot psychologique. Si on le voit synonyme de conscient, par définition, la question est par là même résolue, ou plutôt supprimée. Et il faut bien reconnaître qu'il y a en effet dans presque toutes les branches de la philosophie des questions qui n'existent que parce qu'elles sont mal posées. Cependant, il faut toujours se rendre compte des raisons pour lesquelles ces questions ont pu se poser en fait, et d'autre part, une assimilation comme celle de psychologique et du conscient, si elle devait être purement verbale, ne présenterait pas un grand intérêt. En effet, il reste encore à définir nettement la conscience entendue dans son sens général. Puis il faudrait prouver qu'il y a de l'inconscient, sans quoi le domaine de la psychologie comprendrait tous les phénomènes possibles, et alors toutes les autres sciences n'auraient plus leur raison d'être, sinon comme de simples branches de cette psychologie. C'est la question précédemment posée sous cette forme: y a-t-il véritablement d'autres phénomènes que les phénomènes psychologiques ? Ou bien, pour écarter cette difficulté, il faudrait spécifier que la psychologie étudie non pas précisément les phénomènes conscients,
ce qui suppose qu'il y en a d'inconscients, mais les phénomènes en tant qu'ils sont conscients, tandis que les autres sciences étudient les phénomènes, les mêmes ou d'autres, sous d'autres aspects ou sous d'autres modalités. Si maintenant on admet que la nature d'un phénomène en tant que phénomène, au sens d'apparence, et sans se préoccuper de ce qu'il peut y avoir derrière cette apparence, n'est au fond rien d'autre que l'aspect ou le point de vue sous lequel on l'envisage, il sera légitime de considérer les phénomènes psychologiques, c'est-à-dire les phénomènes envisagés sous le point de vue de la conscience, comme constituant une classe spéciale de phénomènes ou un cas particulier des phénomènes en général, puisque la conscience n'est plus alors que le point de vue sous lequel la psychologie étudie des phénomènes, et non plus quelque chose qui est supposé appartenir à certains phénomènes, à l'exclusion des autres. Il n'y a donc pas dans ces conditions à présupposer qu'il existe différentes catégories de phénomènes irréductibles les unes aux autres, mais seulement à admettre, ce qui n'implique aucune hypothèse particulière, que pour étudier les phénomènes, nous pouvons nous placer à un certain nombre de points de vue différents, et ce sont alors ces points de vue qui constituent pour nous les objets d'autant de sciences distinctes. La psychologie sera donc l'une de ces sciences, celle qui étudie les phénomènes en tant que conscients, c'est-à-dire au point de vue de la conscience. Seront dits psychologiques les phénomènes qui sont susceptibles d'être envisagés de cette façon et en tant que nous les envisagerons effectivement ainsi. Sans rien préjuger quant à la nature de la conscience, ces explications, en précisant la façon dont doit être compris l'objet de la psychologie, rendent encore plus évidente l'assertion qu'il ne peut pas y avoir d'inconscient psychologique. Cependant, en fait, certains psychologues ont admis cet inconscient. Nous sommes assurés que ce ne peut être qu'une illusion, mais nous devons nous demander ce qui a pu donner naissance à cette illusion. Nous avons déjà dit que la conscience, claire et distincte, n'est peut-être pas toute la conscience. Et en effet, elle est loin de renfermer tout ce que les psychologues qui admettent l'inconscient se croient obligés de rejeter dans cet inconscient, lequel perdra toute raison d'être si nous montrons qu'il y a en fait, et logiquement, du subconscient. Le subconscient est encore du conscient, bien qu'il soit en dehors du domaine de la conscience claire et distincte. Il est comme une sorte de prolongement ou d'extension de la conscience. Et la démonstration de l'existence de ce subconscient fera évanouir tout argument en faveur du prétendu inconscient psychologique. Tout d'abord, les phénomènes psychologiques qui durent trop peu ne peuvent pas être clairement conscients. Quand ces phénomènes sont recouverts trop vite par ceux qui les suivent, il est facile de s'expliquer qu'ils ne peuvent être remarqués ni, à plus forte raison, être remémorés ensuite, du moins dans les conditions de la vie psychologique ordinaire. Cela suffit déjà pour faire comprendre l'existence de phénomènes psychologiques subconscients, c'est-à-dire de phénomènes psychologiques conscients, mais à un faible degré et par conséquent capables de faire croire qu'ils sont inconscients. Ensuite, il y a des phénomènes qui ont été vraiment conscients, que tout le monde s'accorde à regarder comme tels, et dont cependant le souvenir ne se retrouve pas. Il ne suffit donc pas que la mémoire ne puisse retrouver la trace d'un phénomène pour qu'on ait le droit de regarder ce phénomène comme ayant été réellement inconscient. Un certain nombre de psychologues contemporains ont cru avoir des raisons d'admettre en nous l'existence d'une pluralité de consciences. S'il en est ainsi, comme il est vrai que nous n'avons clairement conscience des consciences subordonnées avec la conscience centrale, il est évident que ces communications ne sont pas pleinement conscientes pour la conscience centrale, et que l'activité des consciences subordonnées ne peut être que subconsciente. Il faut dire d'ailleurs que cette pluralité de consciences n'est qu'une hypothèse assez discutable. La vérité est que le moi est beaucoup plus complexe et possède une unité beaucoup plus relative qu'on ne le croit généralement. Mais il suffit, pour rendre compte de cette complexité, d'envisager des prolongements de la conscience normale, sans que ces prolongements puissent pour cela être considérés comme constituant d'autres consciences distinctes et plus ou moins indépendantes. Il reste toujours que ces prolongements,
quelle que soit la façon dont on les envisage, font partie de ce que nous appelons le subconscient. Mais il y a encore, en faveur de la subconscience, d'autres arguments plus concluants. Et tout d'abord celui-ci. Quelquefois, la mémoire saisit, pour ainsi dire, sur le fait la subconscience. Par exemple, quand après avoir entendu distraitement sonner l'heure, on compte les coups par le souvenir, ou quand on s'aperçoit d'un bruit au moment où il cesse. On ne peut soutenir que des faits dont le souvenir est clairement conscient ont été eux-mêmes inconscients. Puisque ces faits n'ont pas été clairement conscients, la dénomination de subconscience est la seule qui convienne ici. L'analyse intérieure nous fait toucher la subconscience de plus près encore. Quand on éprouve une tristesse vague ou une joie vague, on voit, en réfléchissant, qu'on avait des préoccupations capables d'incliner à la tristesse ou à la joie et qu'on n'avait pas encore remarquées. La réflexion a alors pour effet d'augmenter l'intensité de ce qui était déjà dans la conscience, ou en d'autres termes, de rendre clairement conscient ce qui n'était que subconscient. Si l'on considère les faits dits de travail mental inconscient, il est difficile de ne pas conclure de même. Il arrive aussi que nos souvenirs se succèdent sans que, entre deux anneaux de la chaîne, la pensée puisse se souvenir d'un intermédiaire conscient. Alors même, c'est une supposition gratuite que celle d'un intermédiaire purement physiologique entre deux phénomènes qui sont véritablement psychologiques. Et d'autre part, si on admet qu'à tout phénomène physiologique a dû correspondre un phénomène psychologique, il n'y a pas de raison pour regarder ce dernier comme n'ayant été conscient au moins faiblement, d'autant plus qu'on ne voit pas comment ce qui se passerait en dehors de la conscience pourrait finalement influer sur elle. À la subconscience est aussi favorable le phénomène de la suggestion. Et ce qui tente à le prouver, c'est l'inquiétude bien consciente du sujet qui se trouve empêché d'obéir à la suggestion au moment marqué d'avance. Bien des expérimentations prouvent aussi qu'il y a dans les êtres vivants une connaissance profonde de l'organisation, connaissance qui n'est pas clairement consciente, mais elle ne peut pas être entièrement en dehors de la conscience car quand elle se révèle, par exemple chez certains sujets hypnotisés, et devient clairement consciente, il serait inintelligible de dire que la conscience ne renfermait pas déjà ce qui se manifeste alors. Enfin, si l'on n'admet pas la conscience pour expliquer la mémoire, si on veut l'expliquer uniquement par un mécanisme physiologique ou par un soi-disant inconscient psychologique, on arrivera peut-être à expliquer la réminiscence, mais non la reconnaissance. Nous pourrions citer encore bien d'autres faits, comme les cas de mémoire ancestrale, certains phénomènes du rêve. Revenons maintenant aux raisons d'ordre théorique et rationnel qui démontrent rigoureusement l'impossibilité de l'inconscient psychologique. Premièrement, comme nous l'avons dit dès le début, l'inconscient psychologique est véritablement impensable et contradictoire. Or, la logique défend de parler de choses qu'on ne peut même pas penser, et ce qui implique contradiction ne peut être qu'une impossibilité. Deuxièmement, on s'est appuyé à tort ou à raison sur Leibniz pour défendre l'inconscient psychologique au nom du principe de continuité. D'après ce principe, par exemple, quand on cesse d'avoir conscience clairement et distinctement d'entendre le bruit de cloche qui va en s'évanouissant, on cesserait complètement d'en avoir conscience. Mais cependant, la sensation durerait encore bien qu'inconsciente et il lui serait impossible de passer brusquement à zéro, car il y aurait alors discontinuité dans sa décroissance. Cet argument n'est que spécieux. D'abord, il y aurait beaucoup de réserves à faire sur la valeur du principe de continuité, qui est loin d'être aussi universellement applicable que l'aurait voulu Leibniz, et qui, sous la forme où celui-ci l'énonçait, conduit même à des conséquences tout à fait illogiques. Sans doute, il y a dans la nature des choses qui sont continues, l'espace et le temps. Mais la continuité n'est pas une propriété commune à tout ce qui existe. Ainsi, le nombre est discontinu. Dans les faits psychologiques aussi, l'observation montre qu'il y a du discontinu. Il en est ainsi pour ce que concerne la prétendue intensité des sensations.
Mais passons. Il se pourrait fort bien qu'à un certain moment, l'impression produite par l'excitant extérieur fût trop faible pour qu'il y correspondît un fait psychologique si faible soit-il. Dans ce cas, il n'y aurait plus, et cela du même coup, ni conscience, ni sensation, et par conséquent pas de sensation inconsciente. Mais nous pouvons aller plus loin. L'application stricte du principe de continuité aboutit à l'opposé de la thèse que nous combattons. S'il est impossible en effet que la sensation passe brusquement à zéro, il doit évidemment en être de même de la conscience. Conscience et sensation iront l'une et l'autre en décroissant indéfiniment en même temps. Dès lors qu'on admet que le principe de continuité est applicable à tout, il doit être applicable à la conscience aussi bien qu'à la sensation. Troisièmement, les partisans de l'inconscient psychologique invoquent aussi le principe de causalité qu'ils énoncent sous cette forme. Toute partie d'une cause doit produire une partie proportionnelle de l'effet que produit la cause totale. Par exemple, si nous entendons le bruit de 1000 vagues, nous devons entendre aussi le bruit d'une seule vague, et même celui de chacune des gouttelettes d'eau qui composent cette vague. Mais ici, il n'y a plus de conscience. Ces sensations sont donc des sensations inconscientes. À cet argument, on a répondu qu'une certaine quantité minima de la cause peut être nécessaire pour produire l'effet que produit cette cause quand elle agit dans des proportions plus considérables. Il est donc possible qu'il faille le bruit de plus d'une gouttelette d'eau et même de plus d'une vague pour qu'une sensation se produise. Et alors il n'y a plus lieu de supposer de la conscience au-dessous du point où la sensation cesse de se produire. Du reste, comme tout à l'heure, le principe invoqué, si on veut l'appliquer rigoureusement, conduit directement à la théorie que nous soutenons. Si ce principe est vrai, en effet, il faut dire que si le bruit de 1000 vagues produit un effet qui est une sensation consciente, le bruit d'une seule vague doit produire un effet de même nature, c'est-à-dire également une sensation consciente, bien qu'elle le soit très peu. Quatrièmement, certains psychologues disent que sensation et conscience sont inverses l'une de l'autre, et ils prétendent que par suite, là où la sensation est très intense, il n'y a plus du tout de conscience. Si, au lieu de dire simplement conscience, ils disaient conscience réfléchie ou réflexion, on pourrait leur donner raison. Par exemple, celui qui est en proie à un sentiment très violent ne se juge plus lui-même, mais il sait encore ce qui se passe en lui. S'il cesse de le savoir, s'il tombe en syncope quand l'émotion est violente, la conscience cesse, ou à peu près. Mais avec elle cessent toutes les sensations et tous les sentiments. En résumé, il n'y a aucun argument en faveur de l'inconscient psychologique, que nous ne pouvons que regarder comme une impossibilité pure et simple, tandis qu'il y en a de nombreux en faveur du subconscient. Une remarque complémentaire s'impose ici. La conscience claire et distincte, ou la conscience normale, peut être considérée comme occupant en quelque sorte la région centrale dans le domaine de la conscience intégrale. Et elle a, comme nous l'avons dit, des prolongements qui occupent le reste de ce domaine. Or, il est évident que l'on peut envisager des prolongements s'étendant en divers sens à partir du centre commun auquel ils sont rattachés. Mais le mot de subconscience, par sa composition, semble indiquer qu'il s'agit uniquement de prolongements inférieurs de la conscience. Et ce sont bien en effet ceux-là qu'on envisage habituellement sous ce nom. Si donc on admet la subconscience, et d'après tout ce que nous avons dit, il faut bien l'admettre, il semble qu'il y ait lieu aussi d'admettre corrélativement une superconscience, c'est-à-dire un ensemble de prolongements supérieurs de la conscience, ce que ne font pas en général les psychologues. Cependant, certains ont employé ce terme de superconscience, mais dans un sens tout différent. Ce sont les psychologues qui admettent une pluralité de consciences et ils appellent superconscience la conscience centrale par opposition aux consciences subordonnées. Employé de cette façon, ce terme n'est qu'un néologisme inutile puisqu'il ne désigne rien de plus que la conscience proprement dite.
Il n'en est pas de même lorsqu'on oppose superconscience à subconscience, comme nous le faisons, en la distinguant en même temps de la conscience ordinaire, mais comme l'étude de ce que peut être la superconscience ainsi entendue sort du domaine de la psychologie classique. Il ne nous est pas possible d'insister davantage ici et nous devons nous borner sur ce point à ces quelques indications.